Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. En lisant le nom du premier organisme invité aujourd'hui, vous avez peut-être pensé qu'on commence à se répéter. Parce que le 17 février dernier, nous avons reçu la Maison des Petits Tournesols qui offre des services d'accompagnement aux enfants et adolescents qui vivent un deuil à la suite du décès d'une personne significative. Cette semaine, par contre, il n'y a pas de petits dans le nom, c'est la Maison des Tournesols. Il n'y a pas de petits parce qu'on ne s'adresse pas aux petits, on s'adresse en fait aux gens qui sont dans le haut de la pyramide d'âge, les personnes âgées. En 2021, 20,5 % de la population avait plus de 65 ans et en 2030, on estime que ce pourcentage passera à 25 %, soit 1 personne sur 4 au Québec. Et parmi ces personnes âgées, plus de 30 % seront à risque de souffrir d'isolement. De nombreux organismes s'en préoccupent, dont la Maison des Tournesols que nous recevrons aujourd'hui, qui offre de l'accompagnement à plusieurs aînés de la Rive-Sud. On reçoit la directrice générale, Marie-Claude Richer, qui s'inquiète de notre manque de préparation collective face au vieillissement. En seconde partie des Héros Anonymes, un organisme qui s'appelle l'Anonyme, mené par un héros, le directeur général Julien Montreuil, qui a débuté comme itinérant dans la caravane de l'Anonyme que vous avez peut-être vu sillonner à travers Montréal. Leur mission est claire, que personne ne meure suite à une infection transmise sexuellement et par le sang. Malheureusement, les ITSS sont en hausse au Québec, de même que les surdoses. C'est une statistique alarmante que nous avons appris le 20 janvier dernier alors que nous recevions l'organisme Spectre de rue. Avec l'Anonyme, nous poursuivons la discussion tout en insistant sur la promotion des comportements sécuritaires et des relations égalitaires. C'est le programme de cette 12e émission de la 3e saison des Héros Anonymes. On fait une courte pause pour installer en studio notre première invitée, Marie-Claude Richer, la directrice générale de la Maison des Tournesols. Lorsque notre recherchiste Catherine Bourderon a contacté notre invitée, elle lui a demandé « Marie-Claude Richer, pensez-vous que collectivement, nous sommes assez préparés pour le vieillissement de la population? » Et Marie-Claude a répondu un « Vraiment pas. » Bonjour Marie-Claude. Bonjour Chantal. Oui, hein, ça a été vraiment un cri du cœur que dire on a beaucoup de rattrapage à faire là, pour justement s'assurer qu'on soit prêt face à la vague de vieillissement de la population. C'est un peu comme si on se retrouvait devant une grosse surprise annoncée depuis toujours, mais pour laquelle on n'a pas réussi à bien se préparer, même si on savait que ça s'en venait. Oui. J'oserais dire que c'est un petit peu la même chose avec la pénurie de main-d'œuvre. Depuis des années qu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre et là, tout à coup, tout le monde est surpris que ça arrive. C'est comme, on a comme l'impression que ça n'arrivera jamais, mais les chiffres étaient là pourtant. Et la réalité nous rattrape, la réalité d'un manque de services, un manque de financement, de rattrapage qui doivent être opérés tous les jours. Oui. On va parler de ce que la Maison Tournesol fait parce que là, une petite précision, on enlève le « dé » au tournesol. Donc, pas de petit tournesol, pas des tournesols, c'est la Maison Tournesol.
Bon, on va parler évidemment de ce que vous faites, mais juste avant, peut-être mettre la table sur à quel point on doit s'en préoccuper, parce que je disais d'entrée, on parle de 20,5 actuellement, qui va aller vers 25 %. On pourrait penser que 4,5 % d'augmentation, c'est pas si beaucoup, mais ça représente énormément de gens. Oui, dans notre quotidien, pour les organismes communautaires, mais aussi pour le réseau de la santé au Québec, ça représente une grosse différence. On parle d'à peu près combien de personnes là, de plus qui vont un petit peu à 4,5. On fera nos mathématiques plus tard, mais on s'entend que c'est vraiment beaucoup de gens. Donc, à quel niveau, là, on n'est pas prêt? On n'est pas prêt dans l'accompagnement des gens dans le vieillissement en santé est normal, mais encore moins prêt dans l'accompagnement des gens quand les choses sont plus difficiles. Et là, je pense évidemment aux atteintes cognitives qui vont toucher certaines de nos personnes aînées. Et parfois, ce qu'il y a d'épouvantable, c'est que ces maladies-là, on réalise aujourd'hui qu'elles ne touchent pas toujours des gens qui sont nécessairement âgés, qu'il y a des gens plus jeunes que ce qu'on pense qui ont des atteintes cognitives et qui doivent mettre en place des services pour pallier aux besoins qui viennent avec ça. Quand on entend atteinte cognitive, souvent, on va penser à la maladie d'Alzheimer, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a d'autres atteintes, mais la maladie d'Alzheimer, c'est comme le bon ambassadeur. Les gens connaissent bien, en tout cas, ont une idée, ça résonne chez les gens. Donc, oui, c'est une des formes d'atteinte cognitive, mais il y a d'autres maladies qui sont parfois plus pernicieuses encore. Pernicieuses dans quel sens? Dans le sens où on ne se doute pas, mais il y a de ces atteintes-là qui viennent avec des douleurs physiques, des raideurs. Alors, les gens sont souffrants physiquement et parce que les atteintes viennent toucher au niveau verbal, ils n'ont pas toujours la possibilité de l'exprimer aussi bien qu'ils l'auraient fait avant d'avoir cette maladie. À la Maison Tournesol, vous avez particulièrement des implications auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais je pense que ça couvre beaucoup plus large. On est chez les personnes de 65 ans et plus. Oui, on a différents services. Ce dont on parlait jusqu'à maintenant notre travail se fait via le service de répit où on va offrir principalement à l'aidant d'une personne ayant des atteintes cognitives un service de répit pendant une journée en format HALT. Donc, les gens vont venir passer la journée avec nous, ce qui fait que l'aidant qui a envie de rien faire dans son salon toute la journée a la possibilité de vivre comme ça, son répit. Il n'est pas obligé de courir, s'isoler au petit café du coin. Il peut se reposer chez lui. Ouais. Ça, c'est un des services. On a aussi le programme Journée entraînée, où là, ce sont des activités pour briser l'isolement des personnes âgées qui n'ont pas d'atteinte cognitive, mais qui ont tous les autres besoins. Qui se sentent seuls. Qui se sentent seuls, mais qui vont avoir des défis au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau des déplacements aussi, qui ont envie de cette communauté-là où on crée des liens, mais où ensemble, on reste actif au niveau physique, on va faire des exercices au niveau cognitif pour rester dans l'action, pour vieillir le mieux possible, pour que, ultimement, on puisse le faire dans le milieu qui correspond à notre choix, donc dans notre chez-soi. Et là, on comprend que c'est vraiment un centre de jour. Il n'y a personne qui habite là à temps plein. C'est vraiment un centre de jour que l'on fréquente. À quelle fréquence, à quelle période? Dans toutes nos activités, les gens sont invités à venir une fois semaine. Donc, si je suis inscrite le mardi, je viens tous les mardis, tout au long de l'année. Oui, c'est ça. Pour ces deux services-là. Ensuite, ce qu'on offre aussi, c'est les repas. Avec la pandémie, on a réalisé qu'il y a beaucoup de nos participants qui étaient confinés chez eux, qui ne pouvaient plus sortir faire l'épicerie et qui étaient en train de mourir de faim parce qu'ils
il n'y avait pas de famille En proche. train de mourir de faim. Ah, il y en a qui me C'est- disaient, il me reste 2 carottes dans le frigo. Ah oui. Et puis, c'était pas une question financière. Pas nécessairement. Hmm. Non, c'était pas une question financière. Donc là, on a rappelé nos bénévoles qui n'avaient pas 70 ans, qui avaient toujours le droit de s'impliquer. Oui. Et ils sont venus faire avec nous des repas qu'on a offerts à nos membres isolés en format congelé. Donc, c'est pas une Pas vos popote. membres, là. Non, pas nos membres en format congelé. Les repas en format congelé. Donc, c'est pas l'équivalent d'une popote comme ce qu'on connaît qui est offert dans les centres d'action bénévole, Oui. mais c'est pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus grands. Quand j'entends ça, les 2 carottes, je peux pas m'empêcher de penser où sont les amis, où sont la famille, où sont les voisins même. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui vieillir, ça vient avec solitude. Dans notre société individualiste, c'est pas tout le monde qui pense à aller prendre des nouvelles du voisin. Et la facilité des déplacements fait en sorte que parfois, nos enfants habitent cette île. Oui. Ils sont partis parce que la nature était belle dans ce coin-là. Puis nous, on reste plus en banlieue, isolés, avec des contacts téléphoniques, mais qui ne permettent pas de remplir un frigo. C'est pas ça qui remplit le frigo, en effet. Ouais. Je sais que vous êtes un peu inspiré ou en tout cas animé par l'approche de gériatrie sociale. J'ai eu l'occasion, dans une autre émission, au fil du temps, de recevoir le docteur Stéphane Lemire de la Fondation Art. J'ai vraiment vu chez cet homme-là qu'est-ce que c'est avoir des étoiles dans les yeux. Donc, peut-être nous parler dans vos mots de qu'est-ce qui est l'approche de gériatrie sociale. Donc, à la Maison Tournesol, on fait la gériatrie sociale en souhaitant que notre communauté devienne bienveillante auprès des personnes âgées et que ça prenne la forme d'un œil attentif aux signaux d'alerte d'un vieillissement qui serait inhabituel, qui pourrait nous inquiéter et tout ça afin d'intervenir avant qu'il soit trop tard, avant que la personne âgée se retrouve à l'urgence, à l'hôpital, parce que son état de santé a tellement dépéri, puis il y a tellement personne qui n'a rien fait, qu'on se retrouve au bout de la ligne à l'hôpital, qui est ce qu'on ne souhaite pas à personne. Qu'est-ce que c'est un vieillissement inhabituel? Bien, on a identifié la Fondation Ange a identifié différents signes au niveau de plusieurs domaines. Donc, l'état d'éveil, comment est-ce qu'on s'alimente, l'état de la peau, la routine dans la journée, l'évacuation. Donc, toutes sortes de domaines où les personnes sentinelles, donc les personnes à l'affût des signaux qui pourraient être inquiétants chez les personnes âgées, ces personnes bienveillantes vont entrer en contact avec toujours en tête ces signaux-là et vont lancer des alertes aux navigateurs, navigatrices qui, eux, vont contacter la personne. Donc, quand j'entends sentinelle, navigateur, ce sont des rôles qui ont été établis dans la gériatrie sociale? Absolument. Tout ce qu'on fait dans ce domaine-là s'inspire vraiment de la Fondation Ange et du travail de l'équipe du Dr Lemire. Excellent. On fait une courte pause, Marie-Claude Richer, et on revient tout de suite après parler davantage des services et surtout de l'impact de la Maison Tournesol. Merci. De retour en studio des Héros Anonymes, nous sommes avec la directrice générale Marie-Claude Richer, directrice générale de la Maison des Tournesols, qui offre, qui est un centre jour accompagnement des aînés de la Rive-Sud et qui offre également un programme de répit pour les aidants naturels. On en a un petit peu parlé en première partie. À partir de quand on est un aidant naturel?
Bien, pour nous, on est probablement tous un peu aidants dans notre vie dès qu'on prête attention à notre prochain. Mais en ce qui concerne les personnes âgées, bien, ça dépend. Il y a plusieurs formes d'aidance. On peut être aidant de quelqu'un qui vit avec soi ou de quelqu'un qui ne vit pas avec qui on ne partage pas un espace d'habitation. Mais dès qu'on a la tâche de prendre soin, pour nous, on est considéré comme un aidant. Donc, est-ce que vous parliez tout à l'heure qu'on vient une fois par semaine? Est-ce que c'est la même chose pour le programme d'aidants naturels? Pour le répit qu'on offre, c'est une fois semaine, oui. Et comme c'est un service qui est beaucoup demandé, bien, on est tout à fait conscient que le besoin est beaucoup plus grand. Puis, on sait très bien que les aidants vont être à la recherche de différentes formes de répit pour ajouter à leur pause. Parce que souvent, être aidant naturel d'une personne âgée qui a des atteintes cognitives, bien, ça vient avec de l'inquiétude de nuit parce que la personne fait de l'errance. Oui. Donc, le cycle du sommeil n'est pas le même. L'aidant va s'inquiéter la nuit, il va souvent se promener avec son proche pendant la nuit. Donc, la période de sommeil est écourtée. Donc, plus il y a de services pour accompagner ces gens-là, mieux ils vont se porter. Mais les besoins sont encore immenses. Et là, malheureusement, on a donné des statistiques en ouverture de l'émission qui comprennent que malheureusement, vous êtes appelés à une grande expansion. Oui. Bien, il y a 2 ans, nous, on a presque doublé notre capacité d'accueil en répit. Oui, parce que c'était très chamboulant d'accueillir des besoins criants de personnes qui sont rendues au bout du rouleau, mais à qui on devait dire, bien, malheureusement, il y a un temps d'attente. Et on avait la possibilité de réutiliser une salle, la transformer pour qu'elle devienne aussi un milieu d'accueil pour le répit. Et c'est ce que le conseil d'administration a décidé de faire il y a 2 ans. Ce qui fait que maintenant, à nos 30 places semaine, on a ajouté 24 places. Parce que vous parlez du temps d'attente, puis vous disiez en première partie que finalement, si on attend trop longtemps, on est rendu à un point où là, on est presque rendu en CHSLD. Bien, c'est ça. Il y a un temps où on peut accueillir les gens en répit parce que chez nous, bien, ça s'appelle la maison Tournesol, mais il n'y a pas un seul lit. Donc, on est un milieu de vie. Oui. On est installé comme dans votre maison à vous, Chantal. Là, il y a un coin cuisine, il y a un coin salle à dîner, il y a un coin salon. Ce qui fait que quand l'aidant nous confie son proche, il n'est pas du tout inquiet. Il n'arrive pas dans une institution, dans un hôpital. Il y a quelque chose de chaleureux, de convivial, qui rappelle un peu le bonheur d'être en famille, d'être dans une maison. Hein. Ça s'appelle la maison Tournesol, donc il faut se sentir à la maison. C'est ça. Et en offrant ça, en doublant cette offre-là, on répond à de plus en plus de gens qui ont la capacité de venir chez nous parce qu'ils doivent toujours être capables de se déplacer, de bouger, d'aller vers la salle de bain. Oui. Parce qu'on va pas... en étant un milieu aussi naturel que possible, on n'a pas les adaptations médicales qui viendraient avec des changements au lit. On est dans un environnement très naturel. Et vous êtes au cœur d'un réseau de partenariats. Donc, on parlait tout à l'heure des sentinelles qui sont finalement des gens comme vous et moi qui sont alertes à les signaux dont on parlait. Mais j'imagine qu'à l'autre bout aussi, vous êtes en partenariat avec des institutions où quand vous constatez que la personne n'est plus en mesure là, de bénéficier de vos services, il y a une référence qui peut se faire. Oui, on travaille beaucoup. Toute l'instauration du service de gériatrie sociale se fait en collaboration avec les CIS, avec le réseau de la santé, mais aussi beaucoup avec les partenaires du milieu communautaire. Parce que quand on agit en prévention, peut-être que la solution, elle est dans un autre organisme communautaire. Pas nécessairement la maison Tournesol, on ne fait pas tout,
Mais on a des partenaires communautaires qui vont avoir développé des réponses à d'autres besoins qui peuvent aider ces personnes-là. Mais par exemple, dans peut-être des histoires à succès et autres, je lisais dans le dossier de presse là, qu'il y a une dame qui a pu avoir accès à, à faire en sorte que son appartement soit mieux aménagé pour ses besoins. Ça s'est fait en partenariat? Oui, ça se fait en partenariat. Je pense aussi à un exemple où les défis de santé de la dame étaient reliés au fait qu'elle vivait dans un sous-sol et qu'elle ne voyait pas que autour des fenêtres, il y avait la moisissure. Donc, elle avait des problèmes respiratoires, puis elle ne pouvait pas voir la cause. Alors, la sentinelle, en visitant la dame chez elle, en étant à l'affût de certains signaux, a pu lancer la navigatrice sur cette piste d'explication-là qui a permis au système médical d'avoir une réponse qu'il n'était pas en mesure d'aller chercher. J'imagine que c'est pas toujours simple non plus avec les personnes âgées parce que il y a tellement d'affect au niveau du vieillissement qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est la cause de quoi quand on est plus jeune. On a une santé en général quand même assez bonne. Et là, s'il y a quelque chose, c'est plus facile d'établir un diagnostic. Mais là, tout ça, comment dire, de faire le lien avec la moisissure sur les fenêtres, j'imagine que ça ne se fait pas automatiquement. Ça ne se fait pas automatiquement, mais avec des sentinelles qui sont à l'affût de ces signaux-là, bien, c'est ça qui est magique dans le système. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les personnes âgées ont cette crainte de devoir quitter leur lieu d'habitation, d'être placées. Ouais. C'est un mot épouvantable pour eux. Et les organismes communautaires arrivent avec un côté beaucoup moins menaçant pour eux. C'est pas nous qui plaçons les gens. Ouais. C'est vraiment une perception d'accompagnement qu'ils ont de la part des organismes communautaires, ce qui facilite notre contact avec eux. Ils sont moins méfiants face à... Moins méfiants que par rapport à quelles circonstances? Que par rapport à une travailleuse sociale qui viendrait dire « Ah ben là, madame, c'est dangereux chez vous. » Une travailleuse sociale qui serait plus dans le système de santé, par exemple? Oui. OK. Et là, le système de santé, j'imagine, on parle de partenariat. J'imagine que c'est un partenaire financier également? Oui, c'est le gouvernement du Québec est, oui, un partenaire important des organismes communautaires en général, mais aussi à la Maison Tournesol, oui. Est-ce que c'est votre principale source de financement ou il y a d'autres manières de vous financer? Ah bien, c'est sûr que les gens intéressés peuvent nous faire des dons. On est un organisme de charité, on va émettre un reçu pour déduction fiscale avec plaisir, mais il y a aussi des fondations qui nous soutiennent et différents paliers de gouvernement. Si on a envie de vous soutenir avec notre cœur et notre temps, comment on peut vous aider? La Maison Tournesol, c'est aussi plus de 50 bénévoles chaque année qui viennent nous soutenir par différentes actions. Presque toute la production qui est faite dans notre cuisine sort de la tête, des mains, de l'imagination de nos merveilleuses personnes bénévoles. Il y a aussi beaucoup de travail, si je pense juste à l'implication sur le conseil d'administration, à la réception de l'organisme. La maison, c'est un immense édifice pour donner tous ces services-là. C'est un grand édifice qui est en partie maintenu en bon état avec l'aide de personnes bénévoles. Donc, il y a beaucoup de façons de s'impliquer et il y a par la gériatrie sociale, en souhaitant devenir sentinelle, en ayant à cœur le mieux-être des personnes âgées. C'est une façon de soutenir la maison et la communauté. Mais je me rappelle quand j'avais reçu le docteur Lemire qu'on pouvait s'inscrire à une formation pour devenir sentinelle. Donc, les auditeurs qui en ce moment nous écoutent et qui sont sensibles à ce que Marie-Claude nous raconte, vous pourriez aller sur la Fondation Âge, je crois, vous inscrire. Sur le site de la Fondation Âge, on peut suivre la formation Sentinelle
Et ensuite, selon là où on habite, se rattacher à l'organisme qui offre le service de gériatrie sociale qui est le plus près de chez soi. On parlait tout à l'heure du partenariat milieu communautaire, milieu plus institutionnel. Et c'est quand même drôle parce que la maison Tournesol qui portait le nom des loisirs thérapeutiques Saint-Hubert avant, finalement, ça a été fondé par une ancienne préposée de CLSC. Oui, oui, qui voyait qu'il y avait des besoins. Qui n'étaient pas nécessairement couverts, justement, par le système de santé public. Oui, parce qu'en 1981, la fondatrice a fait se réunir des femmes, c'était très féminin à l'époque, ça l'est moins aujourd'hui, mais des femmes qui avaient perdu leur mari puis qui s'ennuyaient chez elles. Oui. Et de là est né ce constat que, en créant des amitiés, on se donne les moyens de rester en forme ensemble. Et c'est de ça qu'est née la mission de l'organisme. On remercie Huguette Aubu. Oui. Donc, 1974 et donc, au départ, quelques années, sous-sol d'église, puis ensuite, ça a grossi. Oui, ça a grossi. Puis pour ajouter les services de répit, parce que le conseil d'administration de l'époque voyait bien ces besoins-là qui grandissaient, leurs membres qui les informaient du besoin d'être accompagnés dans l'aide avec une personne qui a des atteintes cognitives. Donc, il y a eu mise en place du service de répit. Puis, là, avec la pandémie, mise en place de la gériatrie sociale et des repas. Donc, c'est tout le temps de voir, d'être à l'affût des besoins de notre clientèle, puis de s'ajuster à ces besoins-là pour répondre le mieux possible à leurs besoins. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur, Marie-Claude? De la santé. Oui. Pour les personnes âgées, oui. Pour vous et pour vous qui les soutenez. Votre site Internet? Oui, à www.maisontournesol.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous nous sensibilisez à une réalité, comme vous dites, que ça fait longtemps qu'on l'a dit, mais là, on doit vraiment s'en occuper tous collectivement. Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté vos services et cette importance de s'engager aussi tous socialement. Donc, Marie-Claude Richer, directrice générale de la Maison Tournesol. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. En deuxième partie des Héros Anonymes, nous recevons un héros de l'anonyme, Julien Montreuil. Bonjour. Bonjour. Je dis un héros parce que vous êtes au quotidien, c'est clair, avec les personnes que vous aidez, mais en tant que directeur général, vous connaissez très bien parce que vous avez débuté votre carrière à bord même de la caravane L'Anonyme. Oui, effectivement, mais ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le milieu communautaire, mais donc à l'Anonyme depuis 17 ans. Et oui, j'ai été embauché là, à la base comme intervenant à bord du véhicule mobile. Donc, devoir apprendre à conduire ce véhicule-là. J'avais pas de permis de conduire à l'époque. Et là, je conduis un véhicule de 33 pieds de long. C'était quelque chose. Donc, on apprend rapidement. Mais aussi de travailler de soir, de nuit avec les populations qu'on rencontre, là, effectivement. Okay. Non, on parle des populations qu'on rencontre. On se situe où là, pour l'Anonyme? L'Anonyme offre différents types d'interventions. Donc, si très rapidement, on pourrait parler, on parle d'éducation à la sexualité. Donc, on a un programme d'éducation à la sexualité avec des sexologues dans différents milieux qui, justement, vont animer des ateliers liés à deux thèmes principaux, soit la santé sexuelle et la prévention de l'exploitation sexuelle. On a aussi un programme en sécurité urbaine, donc on a différents intervenants et intervenantes qui animent des ateliers, mais qui sont aussi sur le terrain sous différents thèmes liés à ça, notamment la cohabitation sociale. On est propriétaire d'une maison de chambre, mais on a aussi un programme d'intervention de proximité, donc un autobus et un service de consommation supervisé. Donc, dans l'autobus,
on travaille de nuit et de soir. Le soir, avec une population plus jeunesse, une population qui est issue de l'immigration, une population des personnes qui sont dans des quartiers, je dirais, plus excentrés. Donc, des quartiers plus périphériques au centre de Montréal. Donc, vraiment, des jeunes ou des moins jeunes qui sont plus organisés. Donc, ils vont venir, entre autres, pour venir chercher des préservatifs, pouvoir discuter aussi, justement, là, d'éducation à la sexualité et tout ça. Et la nuit, ben là, on est plus avec une population qui est dans des situations de désaffiliation, je dirais. Donc, situations d'itinérance, des enjeux de dépendance, santé mentale, santé physique. C'est un terme que moi, j'apprends là, depuis quelques mois, le terme désaffiliation sociale. Il remplace quel terme qu'on utilisait? Oui, je sais, parce que souvent, on me l'a dit aussi, ce terme-là, Julien, il est plus dans ton jargon à toi. Tu sais, là, reviens, parle-nous de ce que tu veux dire par désaffiliation. Pour moi, c'est parce qu'on parle souvent d'être en marginalité, d'être en marge, finalement, ou d'être dans une situation de vulnérabilité. Puis à un moment donné, je trouve qu'il y a une forme de peut-être de victimisation, même de stigmatisation des gens à ce moment-là. Puis là, l'idée, c'est de trouver un terme qui corresponde, finalement. Quand on parle de désaffiliation, c'est ça, c'est que dans le fond, ce qu'est la société pour ces personnes-là, ça leur correspond beaucoup moins, finalement. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je le perçois. C'est-à-dire que souvent, par rapport, mettons, au réseau de la santé, ces personnes-là fréquentent plus ou fréquentent moins le réseau de la santé, vont moins à l'hôpital, vont moins... parce qu'ils ont perçu ou ils ont ressenti qu'ils étaient moins bien servis, qu'ils étaient moins bien accueillis, qu'ils étaient, etc. Vont plus souvent, on parle de désaffiliation, ces personnes-là ont plus, mettons, de carte d'identité, par exemple. Donc, sont plus... Donc, il y a comme plusieurs éléments qui peuvent, je dirais créer ou en tout cas définir cette désaffiliation-là. Donc, je pense que ça explique finalement dans quelle situation les personnes sont et sans nécessairement les mettre dans une situation de victimisation ou de stigmatisation. Je me posais justement la question, parfois, il y a des jeunes qui sont sur le bord de la rue avec un chien, ils vont quêter et des fois, je regarde l'horaire et je me dis... Il y a une certaine partie de lui qui a l'air d'être heureux de sa liberté puis de faire aller chercher ce qu'il a besoin pour manger à tous les jours. Qu'est-ce qui est de la projection de ma part là-dedans puis qu'est-ce qui est vrai? Je suis d'accord à dire que on a toujours le choix. Après ça, c'est quelles sont ou quelles étaient nos options ou en tout cas, qu'est-ce qu'on perçoit comme étant nos options à un moment de faire un choix. C'est une bonne nuance, la perception des possibles. Exactement. Ouais. Et c'est là, à mon avis, que parfois, on peut avoir l'impression que une personne qu'on peut rencontrer, elle est bien, elle est heureuse, ou en tout cas, elle semble avoir on voit certains éléments, on perçoit certains éléments qui nous amènent à dire, cette personne-là, finalement, a de l'air bien dans le style de vie qu'elle vit. Tu sais, jusqu'à un certain point, peut-être, puis en même temps, ou peut-être pas, mais en même temps, l'humain, ce qui a le plus peur, à mon sens à moi, c'est l'inconnu. À un moment donné, on s'habitue à un style de vie X, peu importe, puis chaque être humain, on est comme ça, puis ensuite de ça, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à être habitué, puis à pas vouloir nécessairement faire des changements, c'est vraiment pas évident pour n'importe quel être humain dans n'importe quelle situation, même si de l'extérieur, on pourrait percevoir vis-à-vis des personnes qui sont en situation de désaffiliation, par exemple, situation d'itinérance et tout ça, qui dorment dans des campements, on pourrait se dire, ça n'a pas d'allure, c'est pas une vie, tout ça. Mais les personnes s'habituent à ça. Puis je pense que ça vient aussi du fait que, comme on parlait tantôt d'offrir des possibilités aux personnes, je pense que ça vient du fait qu'on n'offre pas suffisamment, ou en tout cas comme société, on a de la difficulté à offrir des possibilités qui sont adaptés aux personnes et qui pourraient répondre justement à leurs besoins et ils pourraient percevoir à ce moment-là qui ont des choix différents. Puis dans les faits, ce que vous dites, ça vaut pour tout le monde aussi. Il y a des gens qui sont installés dans un emploi qu'on pense un emploi de rêve, qui sont pas plus heureux non plus, qui se sentent pas nécessairement... Absolument. On est dans ce changement-là, la difficulté de faire des changements. Je pense que c'est transversal, c'est l'être humain en général. Puis quelqu'un pourrait sortir de la rue, puis pourrait justement trouver ça difficile de rester à un même endroit, puis d'aller travailler à la même place à tous les jours. Ça pourrait être difficile. Je vous disais tantôt rapidement là, que l'anonyme, on a à la fois une maison de chambre. Oui. Donc pour des personnes, on a des situations où si on veut le résumer, si ces personnes-là n'étaient pas dans cette maison de chambre-là, elles seraient à la rue, et c'est là qu'elles étaient auparavant. Puis quand je parle à la rue, c'est qu'ils ne perçoivent pas avoir accès à de l'hébergement, à d'autres types de logements, pour toutes sortes de raisons. Puis souvent, la personne, elle arrive, puis ça fait des années qu'elle
elle est dans la rue, ben, elle arrive dans une chambre, dans une petite chambre et tout ça, puis elle est pas bien. C'est difficile de s'adapter, justement. Puis là, on se dit, ben voyons donc, là, elle a un endroit au chaud, c'est sûr que c'est mieux. Parce qu'on pense ça avec nos yeux à nous, notre réalité à nous. C'est notre perception à nous, c'est nos repères à nous, c'est nos référents à nous. Mais la personne, ses référents, c'est pas ça, tu sais. Fait que là, t'es cadré, t'as 4 murs. Ça peut être ça peut être même insécurisant pour les personnes, tu sais. Donc, c'est vraiment, je pense que à l'anonyme, on croit toujours, quand on parle de réduction des méfaits, on parle d'une approche qui est très étapiste. Ouais. Je crois qu'il faut y aller, c'est des petits changements un par un. Puis encore une fois, vous pourriez aussi me dire que c'est l'être humain, c'est pas mal comme ça en général, puis je vous dirais, ben oui, je suis d'accord. Et donc, c'est pas tout le monde qui décide de vouloir aller dans un des logements. Il y a des gens pour qui ça répondra pas à un besoin, ils veulent pas y aller. À quel moment ils disent oui, j'aimerais ça, moi, avoir accès à cette chambre-là? Je pense que là, une autre chose qui, encore une fois, qui est probablement que tous les êtres humains ou tous les êtres humains voudraient avoir, c'est vraiment, dans le fond, améliorer sa qualité de vie. Améliorer, selon sa perception, encore une fois, ses conditions de vie. Donc, je pense que les gens, entre autres les gens qu'on rencontre dans des tentes et tout ça, là, qui campent à Montréal, puis qui disent, ben, tu sais, moi, si on pouvait m'offrir un logement là, qui ferait du bon sens, puis tout ça, moi, je voudrais y aller, mais j'en ai pas, j'en trouve pas, je suis pas capable de m'en payer un, puis tout ça, tu sais. Après ça, ben, qualifions c'est quoi un logement qui a du bon sens. Oui. Ça, c'est très large, puis encore une fois, c'est unique à chaque... Ça peut être, en tout cas, unique à chaque personne, finalement. Donc, c'est vraiment, je pense que, tu sais, depuis une trentaine d'années, on a énormément réduit le nombre de logements qu'on construit au Québec, mais partout au Canada. Et, on sait qu'on est dans une crise du logement. Là. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui se retrouvent à la rue, justement? Tout à fait. Oui, parce que c'est un effet domino. Les logements sont plus chers, donc des personnes qui étaient peut-être dans des situations de grande précarité, ben là, se retrouvent dans une situation d'itinérance. Celles qui étaient dans une situation de précarité se retrouvent en grande précarité. Donc, il y a une espèce d'effet domino qui amène justement, oui, plus d'itinérance. D'ailleurs, si on compare la période pré-pandémique et post-pandémique, là, on a une augmentation à Montréal de 50% du nombre de personnes en situation d'itinérance. On parle d'itinérance chronique. Là. Donc, de dire, je dors dans la rue, puis des fois dans des refuges et tout ça, mais que c'est pas des épisodiques où mettons un mois dans la rue, puis là, finalement, t'es dans une chambre, un logement pendant plusieurs mois et tout ça. Donc, c'est vraiment dans quelque chose de chronique. On parle vraiment d'une augmentation importante. Puis, c'est entre autres dû à ça, effectivement, au coût de la vie, au coût des logements. Là, c'est sûr. Ben, on a vu des tentes apparaître là, qui n'étaient pas là avant. Puis, c'est sûr que quand on voyage un peu, on voit qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des quartiers complets. Je pense à San Francisco, entre autres, c'est des quartiers complets. Un quartier complet où il y a vraiment beaucoup d'itinérance et de tentes, ça serait dommage que ça se rende à ce point-là. Je pense qu'effectivement, puis tu sais, l'automne dernier, j'étais à Vancouver, puis aussi, là, quand on parle la rue Hastings, tout à fait. À Los Angeles aussi, là, des quartiers, un quartier là, qui est Skid Row, là, justement, là, où vraiment, il y a énormément là, de tentes qui sont installées là. Je pense qu'encore une fois, puis je reviens à quand je parlais de logement tantôt, donc en 95, il y a eu le ministre libéral fédéral, M. Axworthy, qui a vraiment comme coupé, il a sabré dans le logement social, le financement au logement social. Et là, ça a fait effet boule de neige sur le provincial, sur le municipal. Donc, cette incapacité-là de continuer à offrir du logement communautaire, social, ou en tout cas à moindre coût aux personnes, différents aussi modèles, différents types de logements. T'sais. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que oui, on se retrouve dans une situation où les personnes, ben, ils se disent, mon meilleur choix, c'est de me mettre une tente au coin de Notre-Dame puis Frontenac avec tous les enjeux de sécurité, de salubrité, de peu importe. Puis ça, dans la panoplie, et je mets des guillemets, là, la panoplie de choix que je vois pour me loger, ça, c'est mon meilleur choix. Je me dis, si on se dit ça, si une personne se dit ça, il me semble qu'à quelque part, on manque notre coup là, comme société là, pour justement offrir des solutions de logement. Absolument. Et l'une des solutions que vous avez, c'est combien de chambres? Donc, notre maison de chambre, oui, c'est 14 chambres, dont 2 chambres doubles. C'est vraiment une idée au départ, c'est toujours ça, c'est toujours un projet de quartier. Et l'idée, c'est qu'on identifiait des personnes que soit nos équipes rencontraient la nuit, entre autres, ben oui, absolument, ou des équipes d'intervention dans d'autres groupes partenaires, puis ce qu'on disait, c'est qu'on était incapable de les référer, peu importe. Même dans des hébergements d'urgence, c'était difficile parce que ces personnes-là consomment des substances, parce qu'ils ont des enjeux de santé mentale, donc une difficulté à vivre en groupe et tout ça.
incapacité de se trouver un logement, incapacité de les accompagner vers justement du logement social, du logement communautaire, des programmes de réinsertion, comme on appelle. Donc, ça fonctionnait pas avec ces Je personnes-là. comprends même que les personnes en couple aussi, c'est difficile dans un hébergement parce que c'est genré. Ou... Absolument. Tu sais, donc des couples dits hétérosexuels ou des couples hommes et femmes, ben, ce que ça fait, c'est qu'ils se retrouvent, ils doivent se séparer à chaque soir. Il y en a qui trouvent ça difficile, se retrouvent, vont pas dans les hébergements où ils n'ont pas accès, ou en tout cas la perception de ne pas y avoir accès. Donc, on se retrouve dans une situation où les personnes, il fallait faire quelque chose pour nous pour être en mesure de répondre à ce besoin-là. Donc, oui, 14 chambres, 16 places parce qu'on a 2 chambres doubles, entre autres pour répondre à ce besoin-là, donc d'avoir des couples. C'est modeste, ce sont de petites chambres, mais je pense qu'on essaie de vraiment de répondre aux besoins de logement des personnes qui sont les plus difficilement logeables, là, finalement. Vous parliez un peu plus tôt des enjeux de cohabitation sociale. Je lisais dans le dossier de recherche que vous avez vraiment pris ça au sérieux. Là, vous avez fait du porte-à-porte avant de transformer l'endroit en maison de chambre. Je pense qu'on fait souvent, puis je veux dire, comme société, on fait souvent l'erreur de... on identifie des besoins, puis là, on arrive avec la cavalerie, je vais le dire comme ça. Hein? Là, on met plein de trucs en place. Ouais. Puis un des exemples, pendant la pandémie, il y a eu plein d'exemples comme ça, parce qu'il fallait réagir rapidement, parce qu'il y avait plein d'enjeux qui arrivaient. Vous avez sûrement entendu parler là, d'ouverture. Là, il y a l'hôtel Royal Versailles qui a été transformé en refuge pour personnes en situation d'itinérance, juste en face de la place Versailles, sur la rue Sherbrooke. Donc, dans un quartier qui est presque un quartier de banlieue, finalement, un quartier qui est pas du tout très peu en lien avec l'itinérance et tout ça. Et là, il y avait 150 personnes en situation d'itinérance qui s'en vont là. Mais il y avait des besoins à ce niveau-là. Il fallait trouver des endroits, puis il fallait que les personnes aient des endroits pour pouvoir, pas mourir de froid, finalement, c'était ça. Mais d'un autre côté, on n'a pas pris le temps de faire cette préparation-là, d'aller rencontrer les riverains et les riveraines autour, d'aller leur en parler, de faire des soirées d'information. Oui, c'est confrontant, puis oui, c'est pas évident, puis il y aura toujours des personnes qui seront pas d'accord, puis il y a des raisons pour lesquelles elles sont pas d'accord, puis jusqu'à un certain point, on peut les comprendre. Mais je pense que d'arriver puis de faire ce travail-là en amont, ce porte-à-porte-là qui peut être fait, ces soirées d'information-là qui peuvent être faites, développer des canaux de communication directs entre les riverains et riveraines et les personnes qui s'occupent de ces lieux-là pour s'assurer justement qu'on a, une bonne communication, mais qu'on est en mesure de pouvoir réagir rapidement afin d'assurer la meilleure cohabitation sociale pour toutes et tous. C'est quoi la peur des gens? C'est surtout les gens qui se piquent, entre autres, les seringues, que les enfants tombent sur les seringues ou... Ça fait partie des enjeux. Effectivement, il y a un enjeu de sentiment de sécurité. On fait beaucoup, nous, la distinction entre la sécurité et le sentiment de sécurité. Donc, qui peut être bien différent, qui est beaucoup plus subjectif. Hein? Même endroit, 2 personnes, même endroit, même heure. Vous le disiez, là, on est dans un endroit avec 4 meubles, on ne se sent pas en sécurité. Et voilà, tout à fait. On est justement, on est là-dedans. Dans le fond, les personnes... l'idée, oui, il y a les enjeux de sentiment de sécurité. Oui, le matériel de consommation en est un. Oui, des personnes dans des situations de désorganisation, par exemple, dans l'espace public. Ça peut inquiéter des gens. Crier ou Ça peut inquiéter, mais moi, les plus grands... le plus grand nombre d'appels ou de soucis que les riverains et riveraines, le voisinage, mettons, c'est vraiment de se dire, hey, on voit des personnes, ils n'ont pas de l'air à bien aller. Est-ce que vous faites quelque chose? Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Là, vous les avez mis dans cette maison de chambre-là, par exemple. C'est un peu ce qu'on nous dit. Donc, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils ont des services? Est-ce qu'on peut... Tu sais, je suis contente d'entendre ça. Oui. Il y a un petit peu d'empathie là-dedans. On n'est pas dans dans ma cour, comme on dit. Des fois, c'est une empathie qui est aussi... je dirais utilitaire, dans le sens que je me montre empathique, mais en même temps, je veux aussi ma tranquillité, ce qui est correct, là, je le comprends. Et d'un autre côté, il y a aussi de l'empathie qui est réelle, authentique là-dedans. Et on a des gens qui disent, moi, je veux rien savoir, je veux que les personnes, c'est mon droit, je paye mes taxes et tout ça, donc moi, je veux la tranquillité chez nous. Donc, on a un mix comme ça, mais je dirais que des personnes qui sont empathiques, des personnes qui se soucient, sont la majorité des personnes qui vont nous contacter. Julien, on fait une courte pause et ensuite peut-être parler davantage du côté prévention, de la sexualité. Vous agissez beaucoup à ce niveau-là. On l'a peut-être moins entendu jusqu'à présent. On revient dans quelques instants. Parfait.
De retour au Héros Anonyme pour notre dernier bloc et justement on parle avec le directeur général de l'Anonyme, Julien Montreuil. Vous l'avez entendu en première partie, c'est un homme passionné par le métier qu'il fait. Ça fait du bien de voir des gens qui prennent leur travail à cœur comme ça. Il y a un volet qu'on n'a pas encore abordé, là. C'est tout le côté, vous parliez d'ateliers d'éducation à la sexualité avec des sexologues. Ça s'adresse à qui, puis ça se déroule comment et où? L'Anonyme existe depuis 35 ans, puis l'idée, c'était vraiment d'aller directement auprès des personnes et tout ça, puis on s'est dit, est-ce qu'on pourrait travailler un petit peu plus en amont, finalement? Mm-hmm. Donc, d'être un petit peu ça. avant Ouais. que des actions un peu plus, ou des comportements un peu plus à risque arrivent. Est-ce qu'on peut justement... Comment les prévenir? Exactement. Ouais. Et donc, l'idée d'avoir des ateliers d'éducation à la sexualité, donc on fait ces actions-là depuis 18 ans Juste faire une maintenant. précision, Oui. c'est que on disait d'entrée de jeu, l'idée est simple qu'il ne meurt pas, c'est qu'il y a parce que les ITSS, il y a 2 S dans ITSS, c'est par le sang aussi que ça s'attrape et donc souvent c'est par des seringues souillées. Tout à fait. Mais quand on dit souvent notre objectif c'est que les gens meurent pas, en ce moment c'est encore plus vrai avec la crise des surdoses ou la crise des substances contaminées qui frappe l'Amérique du Nord, l'Occident, je dirais. Puis à Montréal, c'est un fait aussi. Mais effectivement, plusieurs groupes sont nés, entre autres, en lien avec l'épidémie du VIH et tout ça. Et donc, on s'entend, là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là, mais on croit que justement de prévenir, de travailler en amont au niveau de la prévention des ITSS, pour nous, c'était ça allait de soi là, dans le travail qu'on avait à faire. Donc, il y a 18 ans, on a eu notre premier projet d'éducation à la sexualité qui, avec le temps, a fait des petits, on va le dire comme ça, en mauvais jeu de mots. Et ben là, on parlait de condoms. C'est ça, voilà. Et donc aujourd'hui, je dirais qu'il se matérialise ou il se concrétise en 2 grands thèmes, finalement. Donc, la santé sexuelle proprement dit. Donc, oui, la prévention des ITSS, oui, l'utilisation, donc, les relations amoureuses, les relations intimes, cette espèce donc, parce que avoir des relations sexuelles, c'est une chose, mais c'est des êtres humains qui se rencontrent et comment toutes les discussions, je dirais, par rapport à ça. Et aussi tout ce qui est en lien avec l'exploitation sexuelle. Donc, c'est un autre thème qui est vraiment utilisé. Puis là, c'est le grand thème de l'exploitation sexuelle ou des violences sexuelles, on pourrait le dire. Mais on peut parler de consentement, on parle d'agression sexuelle, on parle de etc. Puis oui, aller jusqu'à l'exploitation sexuelle. Ben, si vous avez vu, cher auditeur, la série Fugueuse, entre autres, on voit le phénomène, finalement, qui peut aller jusqu'à la prostitution forcée et autres. Ben, c'est sûr que la série Fugueuse, c'est une série de fiction, fait que c'est sûr que ça donne je dirais pas, c'est pas une caricature, mais je dirais qu'on a comme grossi les trucs et tout ça pour vraiment mettre l'accent sur les différents enjeux. Mais on peut dire que il y a certains éléments là-dedans qui amènent le concept de, je dirais, général est pas mal celui-là. Donc, cette espèce de tous les éléments de manipulation, les éléments de les jeunes femmes en situation de grande vulnérabilité qui sont susceptibles d'accrocher finalement à cette manipulation-là et tout ça. Donc ça existe. Mais des fois, c'est plus... ça nous paraît bien gros dans cette série-là. Là. C'est tellement évident pour tout le monde. Voyons donc comment ça que ça arrive et tout ça. Non, mais ça peut être pernicieux, la absolument, mais parfois, c'est beaucoup plus des fois sournois et tout ça. Puis ça va dans des gestes du quotidien des couples où, dans le fond, une personne dans le couple se sent obligée d'avoir des relations sexuelles lorsque l'autre veut. Ça peut aller dans des... On travaille aussi avec des personnes qui sont dans le... j'ai de la misère, mais ils sont soit TDAH, soit dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc, à ce moment-là, l'idée des personnes qui sont qui ont aussi des vulnérabilités et qui les messages, dans le fond, qui sont, je dirais... qui sont utilisés dans nos ateliers ne vont pas nécessairement percoler au niveau de leur compréhension et tout ça. Donc, on a aussi à adapter notre travail pour pouvoir répondre, parce que c'est des populations qui sont dans des neurodivergents et neurodivergentes. Voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tantôt. Donc, à ce moment-là, ces personnes-là, il faut qu'elles comprennent bien les messages qu'on envoie et elles sont dans des situations encore plus grande vulnérabilité. Les chances d'être victime d'une agression sexuelle, les possibilités, les risques, chances, les risques, hein,
Mais on s'entend. Donc, Oui. les risques d'être victime d'une agression sexuelle sont beaucoup plus grandes lorsqu'on est dans une situation, lorsqu'on est une personne neurodivergente qu'un neurotypique. Donc, à De ne ce pas être moment-là, capable d'interpréter certains Effectivement, risques ou de tout à lire fait. certaines situations. absolument. Et de normaliser des situations qui sont... Ben, ça n'a pas d'allure. Tu te fais abuser, finalement, ou tu es dans une relation où de pouvoir, on a du Ouais. pouvoir sur toi, mais les gens s'en rendent moins compte. On en voit des situations comme ça régulièrement. Donc, dans le fond, concrètement, ben, on donne, entre autres, des ateliers dans de multiples milieux, les milieux scolaires, énormément de d'accord, milieux ok. scolaires. Donc Là, on est écoles vraiment secondaires. dans la prévention. Ouais. On est vraiment en amont. Directement. Ouais. Des milieux communautaires comme des maisons de jeunes, entre autres, des organismes de réinsertion socio-professionnelle, par exemple. Donc, ce type d'endroits-là qui reçoivent ou qui accompagnent des jeunes qui sont susceptibles, là, justement, là, d'avoir des comportements à risque, entre autres. On va aussi dans les milieux institutionnels également. Et on a tout un pan aussi d'intervention individuelle, justement, au niveau de l'exploitation sexuelle. Donc là, vraiment, on a 2 projets donc, qui sont vraiment, entre autres, liés avec les centres jeunesse, entre autres. Oui. Donc, pour pouvoir faire le lien, l'idée, dans le fond, c'est de se dire, ben, il y a des jeunes, souvent des jeunes filles, qui ont été signalées à la DPJ, mais se sauvent, fuguent, pour faire le lien avec l'émission dont on parlait. Et là, à ce moment-là, même, la DPJ n'est pas capable de les retrouver et tout ça. Donc, ils sont dans des situations de très grande vulnérabilité à ce moment-là. Donc, d'offrir finalement une espèce d'alternative qui permet d'offrir une espèce de filet de sécurité à ces jeunes filles-là. Un lien finalement qu'elles peuvent avoir pour pas complètement les échapper. Oui, ben c'est ça aussi. On parlait de liens puis de sécurité. Puis les itinérants avec les tentes et tout. Pour tout être humain, on a besoin de se rassembler, d'appartenir, d'être avec des gens qu'on voit tous les jours. Donc, des fois, d'être seul, on peut se ramasser dans une situation, c'est pas toujours les bonnes personnes, mais on a un besoin, comme être humain, comme animal social, d'être avec des gens. Effectivement, puis on parle d'itinérance, là, on parle des tentes et tout ça. Nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance nous le disent, si on recule, si on compare l'itinérance d'aujourd'hui, l'itinérance d'il y a 10 ans, admettons, ben, c'est une itinérance où les personnes sont beaucoup plus seules, effectivement, et le sentiment de sécurité des personnes en situation d'itinérance, si on le compare en 10 ans, a énormément chuté. Là. C'est ce que ces personnes-là nous disent, parce que justement, oui, elles se retrouvent plus seules, elles sont moins en groupe pour pouvoir se protéger ensemble. Ouais. La personne se fait voler régulièrement, se fait tabasser régulièrement, et tout ça. Ça, on le voit, on nous le nomme, puis on le constate avec les personnes qu'on rencontre. Fait que oui, c'est pas pour rien dans notre mission, on parle de relations égalitaires et de comportement sécuritaire. Pour nous, c'est des concepts clés qui sont transversales à tout ce qu'on fait à l'Anonyme. Puis, on a parlé beaucoup ces dernières années là, de cette fameuse notion de consentement. Comment vous trouvez qu'elle est perçue chez les jeunes et les moins jeunes, peut-être? Ça fait énormément réagir partout. Je pense qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des personnes qui viennent... On leur dit ça, puis ça leur paraît évident. On pourrait avoir tendance à se dire que chez les jeunes, c'est encore plus évident, puis chez peut-être des personnes... en faisant un peu d'agisme, chez des personnes plus âgées qui ont peut-être vécu étant plus jeunes dans des sociétés, une société où la notion de consentement n'était peut-être pas la même, ou en tout cas le concept n'était peut-être pas vécu de la même façon. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous disent, qui réagissent très fortement lorsque l'on parle de consentement. Tu sais, voyons donc, elle a dit oui, donc c'est correct, là, cette espèce de... Je vais pas vérifier à chaque étape. C'est ça, là, tu sais, là, c'est un peu long et tout ça. Là, déjà, on est dans le feu de l'action. À un moment donné, là, tu peux plus dire non, là, on est déjà là. Je suis prêt, t'es prête, voyons donc, pourquoi. Puis, donc, c'est quelque chose qui est... où il y a un travail énormément qu'il faut continuer à faire, dans le fond, sur la notion de consentement. On pense que c'est réglé parce que là, on en parle un peu plus et tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer à tout le temps. Faut pas lâcher le morceau, finalement, parce que sinon, on se retrouve dans des situations où les gens ne se sont pas respectés, les gens sentent qu'ils ont... Ben, on se retrouve dans des situations d'agression. C'est ce qui arrive. Oui. Puis, on parle des jeunes, mais des moins jeunes aussi, parce qu'on était à une époque où la séduction, c'était comme, ben voyons, là... elle fait son agace ou j'avais bu ou avec des gens plus âgés pour qui le consentement, c'était pas quelque chose dont on parlait. Non seulement on n'en parlait pas, mais en plus de ça, on était
je dirais, ça allait comme de soi un peu. Comme, ben, malheureusement. On est rendu là, Ouais, malheureusement, certains. Et d'ailleurs, on les offre encore avec un parcimonie parce qu'on n'a plus le financement pour ça, mais on offrait on offre des ateliers avec des personnes, on dit aînées, là. Faut s'entendre, mais donc dans le fond, des personnes on dira pas le chiffre. Non, on dit pas de chiffre. Mais des personnes qui, de manière générale, on se dit que ces personnes-là ont probablement plus de vie sexuelle ou parce qu'ils sont rendus à un certain âge et donc à ce moment-là, ça n'existe plus. Préjugé qui est fort, et ce préjugé-là est très fort, pas juste avec tout le monde. On en parlait avec des médecins qui nous disent, tu sais, qu'une personne aînée, une personne de 70 ans, mais donc qui vient le voir puis qui a des enjeux, des symptômes X, mais cette personne-là, jamais on va aller voir si c'est une ITSS. On s'attend pas à, on passe à côté. Toutes sortes de choses, on passe à côté du fait que c'est une ITSS, et à ce moment-là, la personne se retrouve... Donc ça, on en a eu plusieurs exemples Julien, comme ça. Julien, il faudra vous réinviter. C'est passionnant comme discussion. Malheureusement, notre épisode se termine. Alors, Julien Montreuil, l'anonyme. Je tiens à remercier notre dynamique équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de balado-diffusion, canalem.visevoix.com. Ici Chantal Doré, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres rencontres avec des héros anonymes qui ne seront moins. Merci.